Antoine partie 1, le royaume d'Auroria. Chapitre 9, le jour de Procyon, Serlac, village de la baronnie Rochefort, royaume d'Auroria, Antoine Montferrat. Le village de Serlac comptait 800 habitants. C'était là que résidait la famille Montferrat. Ils étaient les seuls du village à porter un nom de famille, privilège que n'aurait échangé Antoine pour rien au monde. Leur nom, c'était son père Godefroy, qu'il avait gagné à la force du bras dans les batailles contre Astéria, alors qu'il n'était encore qu'un sergent. Depuis, tout le monde connaissait les Montferrat. La région regorgeait de hameaux de 200 à 400 âmes. Mais Serlac était plus grand, mieux organisé. Les maisons, environ 80, étaient regroupées au centre du village, les autres éparpillées vers les champs ou à l'orée des bois. Les terres étaient fertiles et bien entretenues. Champs céréaliers, prés pour les bêtes, sentiers bien tracés. Une église romane, en pierre grise, trônait fièrement sur la place. On s'y rendait le jour de Sirius, le premier jour de la semaine solaire de 8 jours. Les autres jours, seuls les vieux et les fervents y allaient. Serlac n'avait pas d'illuminés, et le comté de Montclair non plus. Les superstitions étaient plutôt monnaie courante dans l'empire de Solaris, bien plus au sud. Mais ce jour-là était particulier. C'était le jour de Procyon, dernier jour de la semaine. Le lendemain, le soleil devait disparaître. Un miracle annoncé, un signe des dieux, disaient des plus mystiques. Tous les villageois se rassemblaient à l'église. Il était d'usage que chacun se présente en famille, à l'heure exacte, dans ses vêtements les plus propres. Les mêmes bancs étaient repris chaque semaine, les rangées et les places inchangées. Se tromper de banc était un acte de guerre passive. Les plus anciens se souvenaient encore d'un jour de Sirius où la famille Lagemur s'était assise par erreur sur les bancs des Moularets. On en parlait encore au lavoir. Antoine, lui, s'y rendait en rêvassant à des histoires de chevaliers, de guerres et de trahisons. Il adorait imaginer les hiérarchies féodales, les alliances complexes, les conflits entre barons et comtes, les sièges de châteaux, les conseils secrets. Il connaissait par cœur les titres, les serments de vassalité, les querelles entre seigneurs. Serlac dépendait directement de la baronnie Rochefort, qui elle-même était liée au comté de Montclair, tous soumis au duché d'Aurignac. On surnommait Auroria le pays des châteaux. Le royaume était hiérarchisé comme une pyramide, un modèle d'ordre et de fierté qu'Antoine adorait. Il aimait aussi les petites anecdotes du pays, l'histoire du seigneur de Darnau, qui avait construit un pont sans rivière, simplement pour imiter son grand rival, le seigneur de Volmeray, qui lui avait fait bâtir un magnifique ouvrage de pierre reliant 2 villages séparés par un bras de rivière. Darnau, piqué au vif par la renommée de son rival, avait exigé le même pont, même s'il n'y avait rien à franchir, ou celle de la duchesse d'Aurignac, qui exigeait que les coqs de son domaine chantent uniquement après le lever du soleil. C'était Simon, un de ses meilleurs amis, qui lui racontait tout cela. Simon était une encyclopédie vivante, mêlant les petites histoires aux grandes, les scandales de taverne aux traités diplomatiques. Antoine écoutait tout, fasciné. Ce matin-là, il s'était bien habillé, tout propre. La messe commençait à 9 heures. Il n'arrivait que 5 minutes avant, pas plus, pas moins. La messe, ce n'était pas son truc, mais c'était le devoir d'un bon aurorien, et il y aurait une grande annonce. Comme toujours, la famille Montferrat prenait le 6e banc de gauche. À Serlac, changer de banc relevait de l'hérésie. Antoine se plaçait à tout à gauche, près du mur froid, stratégiquement protégé des interactions sociales. Il craignait les dangers des bancs voisins. Un voisin bavard, un vieux trop curieux, un salut imprévu. Non, merci. Les mots du père d'homme glissaient sur lui comme la pluie sur une armure. Il fixait la voie astrale, ce vieux livre sacré, tout en laissant son esprit s'évader. La religion ne l'intéressait pas tant. Il aimait l'ingénierie, la stratégie. Réfléchir, construire, prévoir, voilà ce qui le passionnait. Il y avait l'ingénierie des objets, la stratégie militaire et même l'ingénierie sociale, l'art de comprendre les gens, de les lire, de les guider, parfois de les manipuler. Mais Antoine, grand anxieux, manquait d'aplomb. Chaque jour, il essayait de s'améliorer. Son rêve secret?
Gouverner, non pas en roi, mais en administrateur, un bourgmestre peut-être. Faire prospérer une ville, comme Éremont. Il s'imagina déjà réorganisant les rues, optimisant les réserves, simplifiant les taxes. Le bonheur. Un accro dans le sermon. Le père d'homme se trompa dans sa liturgie. À 78 ans, l'homme tenait encore debout, véritable relique humaine. Antoine se réveilla un instant de sa torpeur. Puis retourna à ses petits rituels. Se masser le visage, joindre les mains au niveau du nez, tapoter le bout des doigts dans toutes les combinaisons possibles. Gauche, droite, index, auriculaire, recommencer. La symphonie des tocs. Il observa sa fratrie. Théobald, son cadet de 2 ans, élégant, grande gueule, toujours impeccable. Puis Léobald, le benjamin de 12 ans, encore en sueur après avoir joué une bonne heure autour de l'église avant la messe. Puis leur père, stratégiquement placé pour contenir les petits et surveiller Isabeau l'aîné. Elle regardait sans cesse la grande porte. Elle attendait Marguerite, bien sûr, la petite retardataire de 8 ans. Et la voilà arrivant à côté d'Odon Rochefort. Comme toujours. Odon s'assit au premier rang, avec son grand frère Tancrède, leur père Guilhem et leur sœur Agnès. Une famille puissante. Guilhem était baron. Un homme dur, respecté, craint aussi. Les Rochefort étaient connus pour leur égoïsme, leur avarice légendaire et leur mépris des petites gens. Ils administraient la baronnie comme on gère un grenier, en comptant chaque grain, en se montrant sévères, parfois injustes. Mais leur autorité n'était jamais remise en cause. Ils étaient les maîtres de la région, et chacun savait qu'il valait mieux se courber que se plaindre. Pourquoi venaient-ils prier à Serlac plutôt que dans leur chapelle privée? Sans doute pour montrer leur présence, maintenir le lien avec le peuple, et pour que les enfants s'amusent ensemble. Isabeau répétait que c'était normal que les Rochefort viennent ici, puisqu'on est de la même famille. Antoine n'aimait pas trop y penser. Guilhem était son seigneur. Le fait qu'il soit aussi son oncle par sa défunte mère ne rendait pas l'homme moins intimidant, ni sympathique. La messe s'acheva. 2 heures de combat contre l'ennui. Les villageois sortirent, Antoine aussi. Il n'était pas du genre à ouvrir la marche. Mieux valait se fondre dans la masse. Et là, dans la foule, Tristan. De ses 3 meilleurs amis, il en était le plus proche. « Tristan !» s'exclama Antoine. « Tu tombes bien. Que fais-tu ici ?»« J'ai fini les préparatifs tôt ce matin, dit-il en souriant. Mais tu n'es pas allé à la messe à Éremont ? Non, tu sais que j'ai horreur de ça. J'ai prétendu être trop fatigué. Demain est un grand jour, je dois être en pleine forme. Ta famille saura que tu n'es pas resté chez toi. Serlac, c'est à 40 minutes de marche. Ils penseront que je suis au bord de la rivière ou au magasin. Bref, viens, allons manger. » Et les 2 amis prirent le chemin d'Éremont pour une brasserie bien méritée. Un verre à la main, ils mangèrent copieusement, plaisantèrent, rêvèrent à voix haute. Ils pensaient pareil, sur presque tout. Une fois le repas terminé, repus et légèrement alourdis par le vin, ils firent une sieste à l'ombre d'un vieux chêne près de la rivière. Puis, comme chaque jour de repos, ils montèrent lentement jusqu'à leur refuge favori, une petite colline surplombant Éremont. C'est là qu'ils aimaient contempler le monde, en silence ou en parole, et imaginer ce que serait leur avenir, leurs ambitions et leurs grandes idées. Là-haut, le monde semblait vaste, libre et encore à conquérir. Antoine partageait ce sentiment. Mais pour Tristan, ce monde semblait déjà lui appartenir un peu. Il possédait cette aisance naturelle que certains reçoivent à la naissance. Grand, séduisant, toujours souriant, il attirait les regards sans effort. Les gens venaient spontanément à lui. Les portes s'ouvraient plus facilement sur son passage. Là où Antoine devait convaincre, Tristan n'avait souvent qu'à apparaître. Le monde était ainsi fait. Ils restèrent ainsi jusqu'au coucher du soleil, à parler de tout et de rien. Lorsque la nuit tomba, Tristan alluma la petite lanterne à huile qu'il avait emportée. Sa flamme vacillante éclairait leurs visages, tandis qu'au loin, les premières lumières apparaissaient dans les rues principales d'Éremont. Quelques fenêtres brillaient dans l'obscurité, dessinant des points de lumière au cœur de la cité endormie. C'était beau. « Monsieur Montferrat, dit Tristan, je vous présente une liqueur d'eau-de-vie, apportée par un ami, dont le père est apothicaire. Ce truc-là réveille les morts. Tu me régales, mon ami. Pas trop, ça arrache. Et si on tombe malade ?
Il leva son godet. « Mais on en reboira. Le mal soigne le mal, non ?» Antoine rit. Il sortit à son tour un trésor, de la fleur de montagne de Casadorne. Tristan élargit son sourire. Les deux amis burent, fumèrent, rirent du haut de la colline surplombant Hérémon. Demain serait un jour exceptionnel. Il fallait savourer la paix avant l'extase.